Alors moi, je suis Audrey Stéphan, je suis chargée de mission à la DREAL, donc c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc du ministère de la Transition écologique, et je travaille sur donc la mise en œuvre de la politique publique des trames vertes et bleues, et je suis référente régionale pour le Lynx, pour son programme de conservation dans le massif des Vosges. Alors j'avais prévu encore un petit temps d'introduction générale donc sur la biodiversité, mais ça a déjà été bien développé par Thomas tout à l'heure, donc je vais rebalayer vite ces quelques éléments. Je vais peut-être juste vous montrer cette carte, voilà, qui pour montrer la biodiversité sur donc la position de la France. Donc la France, nous, on a la chance d'habiter dans un pays méga divers, c'est-à-dire qu'on a un nombre très important d'espèces, parce qu'en fait, on se situe à un carrefour, à une confluence de 4 régions biogéographiques, donc avec les typologies atlantiques, alpines, méditerranéennes et continentales, ce qui fait que le tissu vivant de la biodiversité est très riche. En France métropolitaine, on recense plus de 100 000 espèces et pour tous les territoires d'outre-mer, environ 88 000. Sachant qu'en plus, la connaissance est très majoritairement sur les écosystèmes terrestres. Et comme vous le voyez là sur cette carte, on voit aussi tous les points chauds de biodiversité, ce qu'on appelle parfois les hotspots, si vous avez déjà entendu cette expression, peut-être dans les médias. Donc la France, notamment pour toute sa frange méditerranéenne, fait partie aussi de ces hotspots. Donc c'est les zones où là vraiment on a une explosion du nombre d'espèces, de la variété d'individus, de polymorphisme qu'on peut retrouver, notamment aussi parce qu'on a des zones, on va dire, à très fort endémisme, comme Madagascar, où par exemple c'est le seul endroit où on peut retrouver des lémuriens, donc des espèces très vraiment localisées. Et aussi, en France, on a le deuxième domaine maritime le plus important au monde, ce qui fait qu'aussi on a toute cette possibilité d'explorer les écosystèmes littoraux, les lagons, les récifs coralliens et la Grande Mer. Donc là, pareil, pour illustrer la notion d'écosystème, donc qui est bien une unité écologique qui lie le biotope, donc on va dire l'habitat, et les organismes vivants qui l'habitent, la biocénose, et aussi donc toute la richesse des interactions entre ces espèces, entre les espèces et le milieu, parce que le milieu, c'est à la fois, on va dire, la maison où ils sont, mais c'est aussi la source de nourriture. Donc toutes ces interactions-là, on a encore quand même des connaissances assez parcellaires sur toutes ces connaissances d'interaction, ces liaisons, cette interdépendance, comme le présentait Marie-Laure tout à l'heure. Donc il y a encore des travaux de recherche assez conséquents à mener et de plus en plus fins pour justement bien déterminer les liens entre les différentes espèces et même aussi en intra-spécifique, au sein d'une même espèce. Alors ça, vous avez été aussi bien développé, donc on fait face globalement à une érosion de la biodiversité qui est vraiment très bien marquée, donc avec ces grandes causes. Donc c'est la dégradation des terres avec donc une artificialisation des milieux naturels, une fragmentation de l'habitat qui rend difficile le déplacement des animaux et donc la réalisation de leur cycle de vie. On a aussi des pratiques agricoles intensives, la déforestation, la surexploitation, on va dire, des ressources pour l'être humain. Donc, notamment, on peut voir en termes de pêche. Donc, effectivement, pour l'être humain, comme ça avait été évoqué par un auditeur précédemment, c'est un point de vue très anthropocentré. Donc, sur la notion de ressources, c'est ce que nous fournit en biens et en services un écosystème. C'est effectivement actuellement, ça peut être une tendance à vouloir monétariser le vivant, les écosystèmes, parce que pour certains décideurs ou pour certains influenceurs, c'est uniquement par le prisme de l'argent, le nerf de la guerre, qu'on peut essayer d'influer et de faire intégrer cette nécessité de protection. Mais c'est vrai que on aimerait tendre vers une protection de la nature, pour sa richesse, pour son existence. Parce qu'il faut quand même savoir que la vie sur Terre existe depuis 3,5 milliards d'années. Elle n'a été que possible parce qu'il y a eu des cyanobactéries à un moment dans la mer qui ont produit de l'oxygène et qui ont permis d'avoir une atmosphère viable. Donc voilà, l'être humain est arrivé bien plus tard et on est complètement dépendant de très anciens petits organismes unicellulaires. Voilà. Donc on a aussi le changement climatique qui est de plus en plus documenté,
développé. On a plusieurs scénarios de mise en œuvre. On a tous les phénomènes de pollution aussi qui interviennent sur l'érosion et la présence d'espèces exotiques envahissantes qui sont favorisées par, on va dire, la globalisation et les échanges mondiaux avec les bateaux qui arrivent. C'est pas toujours des introductions volontaires, comme on peut parfois l'entendre. Donc là, c'était pour illustrer les impacts du changement climatique, que c'est bien une réalité, que ça arrive aussi chez nous. Donc là, c'est ce qui a été modélisé, les impacts, avec donc là une augmentation, on va dire, des aléas et des événements, ce qu'on appelait un peu exceptionnels, de crise, qui vont se multiplier, notamment par exemple pour les feux de forêt. On va avoir des feux de forêt beaucoup plus intenses, beaucoup plus fréquents, et sur une période de risque qui va s'étendre sur l'année. Donc voilà, pour illustrer. Mais face à ce constat qu'on pourrait trouver, qui est alarmant, mais qu'il ne faut pas trouver catastrophiste, il y a des possibilités qui nous sont offertes. Donc là, on va dire qu'il y a quand même une conscience globale, à la fois des citoyens, il y a eu des lanceurs d'alerte, il y a eu les scientifiques, et que donc désormais les politiques publiques, depuis plusieurs décennies, portent aussi des actions en faveur de la biodiversité, de la protection des espaces et des espèces. Donc il y a la stratégie pour la biodiversité, il y a le plan pour la biodiversité, il y a la nouvelle stratégie pour les aires nationales pour les aires protégées. Cette année vient juste d'être lancé le Fonds vert, c'est une nouvelle politique gouvernementale où il y a 2 milliards qui sont dédiés pour l'année 2023 pour accélérer la transition écologique et énergétique, dont 150 millions pour la biodiversité, dédiés pour différentes actions de restauration des milieux, de protection. Il y a des possibilités, il faut donc que l'être humain se repositionne aussi sur sa manière de consommer l'espace, consommer les ressources, aller peut-être vers davantage de sobriété, repenser sur, par exemple, les modèles agricoles. Il n'y a que actuellement 8% en moyenne des exploitations agricoles qui sont avec un label en agriculture biologique. Donc c'est effectivement des pistes d'amélioration possibles. Faire coexister plusieurs modèles. Il y a tout l'impact aussi de préserver la mer et l'océan, aussi les océans qui sont des puits de carbone. Voilà. Et donc sur la notion de pollution, et pour être en lien avec la trame noire et la lumière, voilà, la pollution lumineuse, c'est ça. En fait, la pollution lumineuse, alors une pollution, pour la définir, c'est plus qu'une nuisance ou une gêne. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus impactant, qui va amener à un dysfonctionnement d'un écosystème ou à une partie du cycle de vie d'une espèce, voire même avoir une mortalité directe, notamment par exemple on imagine une pollution chimique dans un cours d'eau qui va amener à tuer un certain nombre de poissons, d'êtres vivants du cours d'eau. Donc là, on a cette illustration sur la ville de Paris. Donc on voit bien que l'être humain, dans son développement, a donc développé des villes, des aires urbaines. Il y a quelques années, là, on a passé le cap où ça y est, il y a la majorité de la population au niveau mondial qui vit dans des aires urbaines. Donc l'éclairage, c'est aussi un synonyme de progrès, de modernité depuis la fin du XIXe siècle. Donc effectivement, on éclaire les infrastructures linéaires, les routes. On a donc l'éclairage public. Là, on voit l'exemple sur les activités sportives. Et on a aussi, bien évidemment, tout le bénéfice d'avoir l'électricité et un certain confort de vie à l'intérieur de nos maisons, de nos bâtiments. Donc on a eu une croissance quasiment exponentielle de l'urbanisation et de l'utilisation de l'électricité. Il faut savoir que depuis 140 ans, l'être humain est environ exposé à un éclairement 500 000 fois plus important que précédemment. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc ça a différents impacts et conséquences. Donc alors l'ADEME, qui est une structure publique qui travaille surtout sur un peu la notion de déchets, de gestion des maîtrises de l'énergie. Donc on estime qu'il y a 11 millions de points lumineux. Les points lumineux, c'est les lampadaires, c'est l'éclairage public ou autre, parce qu'il y a aussi des éclairages sur des terrains privés. Et donc ça a une consommation très très forte, vous voyez, qui est équivalente à une tranche de centrale nucléaire. Donc aussi l'éclairage public, ça impacte les paysages, le cadre de vie, ça a aussi un coût énergétique en production. Et donc vous voyez que ça correspond à 41% de la consommation d'électricité des communes, et ça correspond à l'émission de 670 000 tonnes de CO2. Donc ce n'est pas négligeable pour différents aspects.
Donc, concernant donc cette pollution lumineuse, il y a différentes études qui prouvent qu'il y a environ 85% du territoire qui est touché et soumis à une pression de la pollution lumineuse. Il y a plus de 80% de la population mondiale désormais en lien donc avec les aires urbaines qui s'endorment sous un ciel étoilé par la lumière. Et on va dire que ça continue, que ça va toujours un peu crescendo cette pollution lumineuse, cet impact-là. Donc, il y a effectivement matière à agir. Donc, les premiers à avoir un peu averti sur ce phénomène de pollution, c'est les astronomes, à peu près dans les années 70. Puis après, la communauté scientifique, les biologistes se sont aussi emparés du sujet. Donc ces astronomes, parce que avec ces émissions lumineuses en permanence, ce halo qui était créé, ils n'arrivaient plus correctement à pouvoir observer l'espace, et donc ils ont commencé un peu à tirer les signaux d'alarme. Donc notamment après il y a des associations comme l'ANPCEN, c'est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui œuvre depuis plus de 20 ans sur ça, et on a la chance d'avoir Monsieur Lazou, qui est le référent local avec nous, avec qui on pourra peut-être échanger quand vous aurez des questions à la fin de la présentation. Donc voilà, il y a cette notion de qualité du ciel, et puis il y a toute cette question. Donc là, voilà, on a une illustration. Là, c'est donc l'Observatoire national de la biodiversité. On a cette carte de France métropolitaine. Donc avec, là, vous voyez sur l'échelle de couleurs entre le bleu foncé et le jaune brillant. En fait, c'est la capacité de visibilité de la Voie lactée avec l'échelle de luminosité. Donc c'est ce qu'on appelle la noirceur du ciel nocturne. Donc en fait, pour pouvoir analyser la pollution lumineuse émise par l'éclairage artificiel, il y a différentes méthodologies. Donc il y a des calculs au sol, il y a des calculs réalisés, des mesures réalisées depuis des satellites. Donc on a la cartographie spatiale, on a la cartographie aérienne. Et donc on a différentes unités de mesure qui existent, telles que la radiance ou la luminance, pour déterminer, factualiser la pollution lumineuse. Donc là, on a l'autre côté. Donc là, on voit bien le territoire avec la pollution lumineuse, et on voit qu'on a quand même 64% où c'est élevé et 20% très élevé. Donc la proportion là où il y a le moins d'impact de la pollution lumineuse est quand même très très résiduelle sur le territoire, et on voit que c'est sur les zones les moins peuplées, les zones de moyenne montagne, on va dire, parce que là sur cette carte on voit que quand même une partie importante des Alpes, des Pyrénées sont affectées, parce qu'en fait le halo lumineux permanent autour des aires urbaines est tellement important que voilà, ça va impacter vraiment des zones normalement qu'on imagine vierges de toute lumière. Donc voilà, ça c'est donc on a eu la chance d'accueillir une stagiaire en 2022 à la DREAL qui a travaillé sur ces questions de pollution lumineuse et de trame noire. Donc elle a fait tout un travail d'analyse cartographique il y a tous différents jeux de données qui sont en accès libre. Donc là vous voyez pour la région Grand Est, là il y a eu une mesure donc des émissions lumineuses vers le ciel. Donc on voit bien là c'est très marqué au niveau de la plaine alsacienne et du sillon mosellan, là qui va donc à proximité de la frontière belge et luxembourgeoise, sur l'ancien secteur très industriel. Et on a un secteur plus préservé là qui va, on va dire, un peu des Ardennes jusqu'à la Haute-Marne, où effectivement là on a des zones plutôt ou de culture, ou avec des zones humides, ou des zones forestières assez importantes. Mais quand on compare quand même, là c'est sur la qualité du ciel, donc là c'est pareil, dans les zones très densément peuplées, très urbanisées, très aménagées par l'être humain, forcément là on a une mauvaise qualité du ciel qui ressort, et on voit bien quand même cet effet de tache là qui se propage, qui se diffuse à partir de ces grandes conurbations jusqu'à affecter, on va dire, les extérieurs, les milieux naturels, agricoles et forestiers environnants. Et donc là, pour revenir, donc effectivement sur la pollution lumineuse, c'est uniquement réalisé à partir de l'éclairage artificiel que l'homme a mis en place. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu sur le flux lumineux des notions de grandeur. Donc entre le ciel étoilé qui a 0,001 lux et qu'on compare avec une rue ou un boulevard où ça va de 2 à 250 lux, effectivement, on imagine bien que ce type d'émission lumineuse va avoir une influence sur l'environnement, sur le vivant.
Voilà. Alors après, il y a différents types d'éclairage, ce qui fait qu'on a l'éclairage direct, l'éclairage ambiant et l'éclairage diffus qui va créer ce fameux halo là qui est vraiment très très perceptible et très loin et qui persiste. Donc avec l'éclairage direct, donc c'est à proximité vraiment immédiate d'une source lumineuse, d'un lampadaire. Donc là, l'impact c'est l'éblouissement immédiatement pour on va dire un animal. Donc, on peut avoir là le risque notamment de collision routière parce qu'il y a une mauvaise visibilité. On a une perte visuelle. Après, on a sur un peu le milieu ambiant, donc à une échelle un petit peu plus grande, on a ce phénomène d'attraction-répulsion pour certaines espèces que je vais détailler par la suite. Et enfin, donc, le halo qui est donc l'impact qui se diffuse le plus largement spatialement, géographiquement. Après, pour qualifier aussi donc la pollution lumineuse, il y a la question du nombre de points lumineux, de leur positionnement, mais aussi de leur design, parce que par rapport au type de lampadaire, on peut avoir soit des flux lumineux qui sont correctement orientés, donc le but c'est vers le sol, pour que l'être humain qui marche dans la rue puisse bien avoir une bonne visibilité et savoir, on va dire, où il peut se déplacer sans se prendre les pieds. Mais on avait eu pendant toute une époque, vous savez, des fois ces lampadaires boules qu'on peut encore voir, mais qui par la réglementation là vont être interdits dès 2025 et devront être remplacés. Parce qu'en fait là on a une perte vraiment en plus d'énergie, un peu un gaspillage on va dire des ressources pour produire ce flux lumineux, et on éclaire le ciel et ça n'a aucun intérêt en fait pour l'éclairage, pour les activités humaines. Et donc, il y a aussi une autre problématique à prendre en compte qui est la composition spectrale de la lumière. Donc là, vous voyez les LED, donc qui sont le nouveau type d'éclairage préconisé, qui ont un certain nombre d'avantages. Et donc, vous voyez, suivant la couleur qui est choisie, on n'a pas du tout les mêmes rayons lumineux qui sont repris. Donc là, c'est bien pour le spectre visible de la lumière perceptible par l'homme. Et en plus, pareil sur les ampoules, donc on a cette température de couleur, où plus on a quelque chose dans ce qu'on appelle les couleurs ambrées, qui sont les moins impactantes pour la faune. Donc ce qu'on appelle le blanc chaud. Là, on a donc les températures en Kelvin qui sont les plus faibles, et donc qui sont les plus intéressantes à avoir. Donc il y a aussi toute cette donnée-là d'analyse à connaître, à avoir cette connaissance pour après adapter, on va dire, l'éclairage public qu'on voudra préserver et mettre en œuvre une trame noire. Donc après, il y a un impact de l'éclairage sur la biodiversité nocturne. Donc la biodiversité typiquement nocturne, là j'en ai mis 2 exemples. C'est donc par exemple les rapaces nocturnes, les chouettes, là illustrées par une chouette effraie, et le groupe des chiroptères avec les chauves-souris. Donc sachant que ces 2 espèces-là sont très très lucifuges. Donc là on va avoir un phénomène de répulsion en présence de points lumineux très marqués. Sachant que les chauves-souris en Europe sont uniquement insectivores. Donc déjà, il y a une déperdition importante des populations due au développement d'une agriculture assez intensive avec l'utilisation de produits phytosanitaires qui éliminaient sa ressource, donc les insectes. Et qui plus est, le deuxième élément le plus impactant sur les chauves-souris, c'est des études qui l'ont prouvé, c'est cette présence lumineuse qui fait qu'après elle se retrouve dans des milieux très isolés où elle peut beaucoup moins se déplacer, et donc alors qu'elle devrait se déplacer davantage dans certains cas pour aller rechercher des sources de nourriture, des milieux adaptés où elle trouve suffisamment d'insectes. Il faut savoir aussi que donc la faune nocturne, il y a des phénomènes d'adaptation, par exemple comme le grand yeux des chouettes. Les chouettes sont une très bonne ouïe, elles chassent vraiment à l'ouïe, elles ont des oreilles même un petit peu décalées pour avoir une meilleure réception et savoir exactement où va se trouver le micro-mammifère, mais elles ont quand même des cellules photoréceptrices assez adaptées pour au moins bien voir en pénombre, peut-être pas en plein cœur de nuit aussi bien, mais voilà. Donc la présence de lumière va perturber le cycle de vie de ces espèces-là, y compris donc là sur la flore. Donc là sur cette illustration, vous voyez bien qu'il y a une plante à proximité d'une maison juste sous un beau lampadaire. Donc effectivement là ça peut freiner la germination, ça peut avoir une incidence sur le taux de croissance de la plante, donc le développement optimal de ses feuilles, peut-être de ses fruits. Ça va avoir un impact aussi sur le taux de pollinisation, parce que comme ça va perturber les insectes vont pouvoir moins polliniser les plantes qui en ont la nécessité, et du coup ça va aussi impacter sur
la production de fruits in fine. Et donc sur la croissance, ça peut impacter aussi sur les racines, sur le processus de vieillissement qui peuvent être accélérés dû à ce stress permanent à laquelle est soumis l'organisme vivant. Donc là, il y a plusieurs types de recherches qui ont validé ces types d'impact. Alors sur la faune aussi, on a sur la durée, la période d'activité, parce qu'on parle bien évidemment de la biodiversité nocturne, mais la présence d'éclairage va aussi perturber les animaux plutôt diurnes, sachant que par exemple il y a des merles, donc c'est des petits passereaux tout noirs qu'on peut voir aussi en ville assez facilement. Ils vont chanter beaucoup plus longtemps le soir et beaucoup plus tôt le matin, du fait de cet éclairage, et donc ça va aussi consommer leurs réserves en énergie, et donc ça peut les affaiblir en période de reproduction par exemple. Ça va aussi influer sur la position du nid des mésanges, qui d'habitude sont plutôt positionnés assez haut dans les arbres, mais si jamais il y a des lampadaires présents sur un alignement d'arbres, ils vont vouloir les positionner un peu plus bas, et du coup être soumis à davantage de prédation, notamment par les chats domestiques, qui sont des véritables petits fauves miniatures, qui ont un impact assez conséquent sur la biodiversité. Donc voilà, ça va modifier aussi des fois les interactions sociales au sein d'une même espèce. Donc comme je disais par exemple pour les chauves-souris, en fragmentant le paysage, l'accès à des zones d'alimentation, les zones de repos, parce qu'il y a bien une nécessité, même dans le cycle biologique animal, d'avoir des temps de repos, d'obscurité extrêmement importants. Notamment, on produit une hormone qui s'appelle la mélatonine, et qui est l'hormone du sommeil, et que des fois, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés, on peut trouver des petites pilules pour aider à faciliter le cycle dans l'endormissement, et que donc le cerveau humain et animal, quand il voit cette lumière en permanence, il est un peu floué, il croit que c'est toujours la journée, et donc il continue à être activé, et donc il n'y a plus ce phénomène de repos. Donc à la longue, ça peut avoir des dérèglements assez conséquents. Là, donc c'est une illustration qui regroupe un peu les différents impacts. On a aussi, par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas évoqué ? Oui, il y a les poissons. Les poissons aussi, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont aussi sensibles fortement à la présence de lumière. Donc c'est vrai qu'éclairer le long d'un canal ou sous les ponts, ça peut aussi être source de gêne. Par exemple, à Vancouver, au Canada, il y a des phoques, près de cette ville qui est vraiment entourée de forêts. Il y avait des ponts qui étaient éclairés, donc ça permettait aux phoques, qui ne sont pas des animaux nocturnes, de pouvoir continuer à chasser, pêcher les saumons qui passaient par ce coin-là, sous le pont éclairé. Donc il y avait une adaptation du phoque à ce moment-là, mais bon, c'était donc néfaste pour les poissons. On a tous des phénomènes aussi de désorientation dus à l'éclairage, sur notamment les oiseaux migrateurs, qui se repèrent au ciel et à la nuit étoilée. Donc on a une perte d'orientation, donc ils peuvent se tromper de route, ils peuvent aussi, avec cette perturbation du cycle chronobiologique, ne plus se reposer suffisamment, repartir et voler plus longtemps, etc. Lors des éclosions aussi de bébés tortues sur les plages. Donc déjà, en Europe, en Méditerranée, il reste peu de tortues parce que les zones sableuses, c'est nos plages pour les vacances, donc il y a peu de zones de quiétude, donc c'est déjà impactant. Et en plus, dans les quelques cas où elles arrivent encore à s'installer, les femelles pour pondre, installer leur nid, lors de l'émergence, en fait, les bébés tortues sortent à la nuit tombée parce que, bon, déjà, il y a une pression de prédation qui est moins importante, et en plus, ils sont attirés par le reflet de la Lune et des étoiles sur la mer. Et donc, s'ils sont à proximité d'une zone urbaine ou éclairée, il est arrivé qu'en fait, ils partent complètement à l'opposé de l'eau, et qu'on les retrouve en cœur de villes, de villages. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des associations de protection qui essayent de poser des filets ou de relever, d'orienter, on va dire, les jeunes tortues. Mais voilà, donc ça peut être extrêmement impactant, un facteur supplémentaire sur des espèces déjà sensibles, sur des populations fragilisées par ailleurs. Sur les serpents aussi, qui ont une vision infrarouge, et l'éclairage artificiel peut brouiller aussi leur capacité de vision, et donc le fait d'effectuer des actions de prédation comme ils en ont l'habitude. Et aussi pour les jeunes serpents, il va avoir un effet lucifuge assez important, parce qu'ils vont éviter toute lumière pour aller se cacher, se réfugier, et éviter d'être eux aussi dans la chaîne alimentaire.
On a aussi alors tout ce qui sont les lucioles et les vers luisants, qui sont déjà très impactés par les produits chimiques. Donc on a des populations très très résiduelles et en plus, eux, c'est une communication lumineuse qui est très importante au moment de la reproduction, où en fait ils vont émettre avec leur abdomen de la lumière et ce qui va attirer leurs partenaires. Et quand on est dans des zones éclairées, en fait, ça les perturbe complètement et ils sont plus en mesure de produire cette lumière, d'attirer le partenaire et donc de se reproduire et de maintenir la population. Pour les grands animaux, donc on va avoir cette perturbation des cycles de vie, du sommeil et aussi des fois cet effet de collision routière qui va être augmenté. Donc il y a vraiment un impact vraiment global et très fort sur tous les groupes taxonomiques, sur quasiment l'intégralité du vivant. Donc là, c'était juste pour reprendre une illustration. Donc sur la première photo, là, on voit une enseigne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, on la voit quand même. On a une araignée, voilà, au milieu, au-dessus de la lettre R. Donc d'habitude, les araignées, pendant leur phénomène de chasse, elles tissent leur toile plutôt dans les coins obscurs. On les trouve dans les coins, par exemple, des maisons au plafond, cachées pour capturer dans leur toile les insectes. Et alors, en fait, on a constaté que pour plus de la moitié d'entre elles, elles changent leur stratégie en ville, en zone éclairée, pour se mettre à proximité d'un point immédiat de lumière pour capter du coup tous les petits insectes qui, par un phototactisme, sont attirés par la lumière, des fois viennent presque s'y griller, malheureusement, on a pu le constater les soirs d'été, et du coup être capturés. Et il y a les chauves-souris qui peuvent faire la même chose. Donc il y a, comme j'ai dit, elles sont très très globalement lucifuges, sauf quelques espèces de pipistrelles qui s'en adaptent et qui sont capables de venir chasser vraiment sous les lampadaires. C'est quasiment les seules espèces de chauves-souris qu'on peut voir en ville. Donc là, on pourrait se dire, il y a quand même un intérêt pour certaines espèces d'avoir de la lumière parce que ça leur facilite leur recherche de nourriture. Mais en fait, c'est un avantage très ponctuel et très localisé pour quelques individus parce que globalement, en fait, ça va peser sur le bien-être, la viabilité de la population à long terme. Et donc là, c'était une petite illustration. Pareil, là, c'est un petit gecko, une tarente en zone méditerranéenne qui vient chasser près des lampes. Donc là, c'est pareil pour resynthétiser, mais c'est un autre type d'illustration. Et donc, on a beaucoup parlé du cœur de nuit, de l'impact de la lumière, mais il y a aussi un autre phénomène important et qui est moins bien documenté parce que souvent, les cartographies satellitaires aériennes sont faites en cœur de nuit, mais pas au moment de l'aube et du crépuscule, qui sont des temps très importants d'activité, où d'ailleurs la biodiversité diurne et nocturne se croisent. Et c'est ce qu'on appelle un chronotone, donc c'est sur la chronologie, et c'est l'équivalent de la notion d'écotone. Alors l'écotone, c'est l'effet lisière, donc c'est par exemple entre les milieux ouverts, une prairie et une forêt, on a une structuration arbustive puis arborée, donc c'est la lisière, et souvent ces micro-écosystèmes sont même plus riches parce qu'en fait, ils lient deux autres types de milieux naturels, deux autres types de groupes de vivants. Et donc là, c'est pareil pour ces périodes charnières d'aube et de crépuscule. Donc là aussi, on a des impacts assez conséquents, mais on a pour le moment, on va dire, un peu moins d'études scientifiques assez détaillées sur ce phénomène-là, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête aussi après, quand on veut mettre des actions pour protéger la trame noire. Et enfin, je revenais. Oui, c'est pareil, là, sur la santé humaine, il y a quand même un certain nombre de perturbations, plus ou moins directes, qui ont été relevées. Donc, évidemment, il y a l'éclairage artificiel extérieur, il y a aussi la lumière bleue de notre vie connectée, désormais avec les écrans et le filtre bleu. Donc, il y a quand même des troubles assez conséquents qui peuvent être relevés et qui impactent donc tout le vivant, on va dire, du plus petit insecte jusqu'à nous, jusqu'à nous y compris, est impacté. Alors, une fois qu'on a posé le problème de la pollution lumineuse, là je vais revenir sur une autre notion qui est la notion de trame et de continuité écologique. Donc vous voyez sur ce schéma, donc là c'est on va dire un écosystème, un milieu naturel théorique où on observe donc des réservoirs de biodiversité. C'est des lieux où en fait les différentes espèces, faune ou flore, ont la capacité d'effectuer quasiment tout ou partie de leur cycle de vie, donc aussi bien sur les interactions avec leur propre espèce, la capacité à se nourrir, la capacité à se reproduire et à élever des jeunes si nécessaire ou à produire des graines. Et entre ces réservoirs, pour pas que les populations
soient isolés, parce que sinon il y a un appauvrissement génétique et ça peut être dangereux. Il faut qu'il y ait donc des lieux d'échange, ce qu'on appelle les corridors. Donc il y a différents types de corridors, linéaires ou en pas japonais, suivant la structuration, suivant les besoins de l'espèce. Si l'espèce elle a une forte capacité de dispersion, tel un cerf, ou une toute petite comme un insecte, le carabe, là qu'il faut vraiment que c'est à toute petite échelle. Donc voilà ça, et cette liaison entre des réservoirs et des corridors de bonne qualité, c'est ce qu'on appelle les continuités écologiques. Donc ça, c'était le modèle théorique, parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est plutôt ça qu'on voit. On a des éléments fragmentants dus aux activités humaines, hein, depuis qu'on s'est développé. Donc on a construit des routes, des infrastructures linéaires, on a goudronné, on a construit des villages, des villes. Donc là, on voit pas, mais il y a aussi l'activité agricole. Hein, si on a des grands champs avec aucun arbre, aucune haie, en fait, c'est un désert pour les animaux. Ils vont pas s'y aventurer pour le traverser, aller rejoindre un autre réservoir, une autre forêt. Et donc, ça a des impacts sur la qualité de l'habitat, sur des causes de mortalité directe avec les collisions routières, là, avec l'illustration qui est mise. Donc, pour essayer un peu de pallier à ce problème de fragmentation de l'habitat, il y a la politique publique qui s'appelle Trame verte et bleue, qui est portée donc par le Code de l'environnement, par des processus avec des documents d'aménagement, de planification, comme les orientations nationales pour la Trame verte et bleue, le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, il y a des prescriptions, il y a un côté régalien obligatoire et en même temps il y a un côté incitatif sur l'amélioration des habitats naturels. Donc on est sur l'aménagement du territoire et la protection de la biodiversité. Donc ça c'est porté évidemment par l'État, par les collectivités régionales, par les agences de l'eau et par l'OFB. Et donc nous dans le Grand Est, on a un appel à projet collectif qui fonctionne avec 2 sessions par an et en fait des associations, des communautés de communes nous déposent un projet pour avoir une action de restauration, de renaturation, de recréation de ces corridors ou d'amélioration des réservoirs de biodiversité. Donc sur les réservoirs, la plupart du temps, on a quand même moins de soucis, on va dire, parce que c'est déjà des lieux identifiés qui sont des réserves naturelles, il y a des arrêtés de protection de biotopes qui existent, il y a les cœurs de parcs nationaux, donc on va dire qu'il y a déjà de l'existant. Le plus compliqué, c'est vraiment restaurer déjà les corridors, avoir des corridors pour bien relier ces différents réservoirs. Donc pour ce faire, il y a eu différentes méthodologies pour déterminer ces corridors, ces réservoirs. Donc voilà ce que ça donne à l'échelle de la région Grand Est. Donc là, vous pouvez percevoir l'importance du massif des Vosges. Il y a aussi toutes les continuités écologiques dans les cours d'eau et le long des cours d'eau, qui est extrêmement importante aussi. Pour illustrer. Et donc après, comment fait-on pour restaurer ces corridors? Donc il y a tous des travaux de plantation de haies, d'alignement d'arbres, de réouverture de paysages, parce que ça peut parfois être nécessaire. Par exemple, tout ce qui sont les prairies, c'est des milieux très riches, les milieux ouverts, par exemple pour les papillons. Donc il y a des processus aussi des fois de déforestation, de défrichement de zones d'épicéas qui avaient été plantées par exemple en fond de vallée. Donc c'est un lieu où en fait cette essence d'arbre n'est pas du tout adaptée parce que c'est trop bas, c'est trop humide, ça les correspond pas. Donc en fait, ils dépérissent rapidement, ils sont encore plus sensibles du coup au changement climatique et aux aléas. Donc l'idée, c'était de retirer ces plantations d'arbres qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale et qui ne sont pas adaptées pour réouvrir le milieu et avoir du coup cette mosaïque un petit peu de différents types d'écosystèmes présents. Donc il y a aussi tout ce qui est la recréation de mares et de zones humides, parce qu'il y a beaucoup de zones humides aussi qui ont été drainées, asséchées, soit pour faire des activités agricoles, soit pour urbaniser. Et puis, alors là, je vous ai mis une illustration, donc c'est pas dans le Grand Est, mais j'ai trouvé cette image assez intéressante parce que c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Plantation de haies, ça parle beaucoup plus végétalisation. Et là, c'est la création donc d'une passe à poissons. Donc, bien souvent, en fait, on a créé des seuils, des barrages sur les différents fleuves pour faire des moulins, pour faire des barrages pour l'électricité ou autre. Donc là, en plus, on est en cœur de ville, donc on est dans la ville d'Amiens, dans l'ancienne région Picardie. Il y avait ces moulins industriels là, qui avaient été mis en place et qui ont été, l'activité abandonnée a été abandonnée les années 70 et
Donc finalement, il y a eu tout un programme pour rétablir la continuité écologique de la rivière de la Somme. Et donc là, on voit qu'ils ont supprimé une partie des constructions antérieures. Il y a quand même eu une conservation des sites industriels parce que c'était un aspect de patrimoine culturel et historique de l'histoire de la ville. Et alors vous voyez ces petits plots, en fait, c'est pour réduire l'énergie, l'intensité du flot, parce que sinon, s'il y a trop de courant, ça peut être compliqué pour les poissons aussi de remonter le courant. Et donc, ils ont fait ce barrage là en pente douce pour permettre la connexion amont-aval, notamment pour une espèce qui s'appelle l'alose, qui est comme le saumon, qui a une partie de son cycle de vie en mer et qui a besoin de remonter la rivière pour après se reproduire. Donc voilà, ça c'est une concrétisation toute récente, 2020. Donc c'est vrai que c'est des ouvrages assez ambitieux, parfois un peu difficiles, qui demandent beaucoup de technicité. Et à Strasbourg, il y en a un qui a été créé en 2021, début 2022, qui est à proximité de l'ENA, là, du pont. Je ne sais pas si vous avez vu cet ouvrage avec un peu des décochements en béton. Et en fait, c'est aussi une passe à poissons, parce qu'il y a tout un projet sur le Rhin vivant pour reconnecter la mer du Nord, les affluents du Rhin et le Rhin avec le passage de saumon, truites et autres espèces. Donc voilà ce type de structures qui peuvent être réalisées et qui sont aidées, donc portées par différentes politiques publiques. Donc, une fois qu'on a vu ces grandes notions de trame, on a la notion de trame noire en tant que telle, en lien avec la lumière. Donc, c'est vraiment ce réseau de sites, de corridors, où l'empreinte lumineuse est fortement limitée et voire nulle, dans certains cas, comme on peut tendre, et elle permet d'éviter cette fragmentation, par phénomène d'attraction-répulsion, provoquée par cette empreinte lumineuse permanente au sein des habitats naturels pour les espèces nocturnes. Elle protège la biodiversité, et elle est aussi favorable donc à la biodiversité diurne, parce qu'elle évite donc le dérangement du cycle chronobiologique. Donc là, on voit, ça c'est pour croiser un petit peu, donc parce que la trame verte et bleue, après c'est sous-divisé en sous-trames avec les milieux ouverts, les milieux boisés, les milieux littoraux, humides, les cours d'eau. Et en plus, là, on rajoute cette donnée qui est l'alternance jour-nuit et avec une nuit de qualité. Voilà, c'est ça qu'il faut rechercher. Donc après, pour pouvoir la déterminer, quand on a fait des analyses, on a déjà des cartographies existantes de la trame verte et bleue. Donc là, on peut déterminer qu'on a une bonne connaissance, par exemple, du parc de l'éclairage public et privé, positionner ces points lumineux qui sont donc des gènes, et comme ça, on détermine les zones de conflit diverses et variées sur les corridors, sur les réservoirs, et après, on peut proposer donc différentes solutions pour améliorer la qualité de l'habitat et du corridor. Donc voilà la carte qui a été réalisée à l'échelle du Grand Est, quand on croise justement le réseau déjà identifié de continuité écologique, avec l'analyse des émissions lumineuses vers le ciel. Donc évidemment, un peu sans surprise, on retrouve toujours les mêmes secteurs, le sillon mosellan, la plaine alsacienne, et puis ce petit croissant des Ardennes au niveau de la Marne, voilà, qui est de bien meilleure qualité. Et donc, le fait d'avoir des cartographies assez globales, ça permet de ce type-là, régional ou national, d'avoir des orientations. Évidemment, quand après on veut travailler à l'échelle d'un territoire, je pense que c'est ce que nous montrera Madame Charnot après sur la ville de Strasbourg et l'EMS, il faut refaire des analyses plus fines, évidemment. Là, ça nous donne des grandes tendances, mais évidemment, après, il faut retravailler, affiner pour savoir où agir exactement, précisément, sur l'impact. Et donc là, c'est quand on fait le même travail, mais avec la carte de pollution lumineuse. Donc il faut faire aussi attention qu'il n'y ait pas un raccourci, que si on travaille et qu'on peut déterminer une carte de pollution lumineuse, en soi, c'est pas suffisant pour faire une trame noire. Il faut bien qu'on prenne en compte la notion d'écosystème, de corridor, de réservoir, de qualité de l'habitat. Voilà, donc c'est bien ce travail-là qu'il faut faire. Et après, pour la mettre en œuvre, une fois qu'on a cette cartographie avec une analyse plus fine à l'échelle d'un territoire plus restreint, il faut prendre en compte différents enjeux. Parce qu'évidemment, après, c'est une politique où il y a de l'humain. Donc quand il y a de l'humain, il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte. Donc on a évidemment notre base, nous, c'est la protection de la biodiversité, donc tous ces enjeux environnementaux de protection. On a aussi l'enjeu du cadre de vie, la qualité du paysage, du ciel étoilé. On a les enjeux de santé publique aussi, parce que ça impacte le vivant au sens large. Et souvent, la porte d'entrée, en fait, notamment auprès des élus qui sont en charge de la gestion
de l'éclairage sur leur territoire, c'est la question du coût, évidemment, parce que si on rénove un parc urbain qui est ancien, qui a des lampadaires peu adaptés, avec des flux orientés un peu n'importe comment, on peut donc diminuer une facture qui n'est pas négligeable pour les communes. On peut aussi, avec les nouvelles technologies, les LED, c'est quand même moins onéreux, on peut faire autrement, on peut orienter, enfin on peut faire des choses aussi esthétiques avec l'éclairage plus adapté, plus modulable par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a une trentaine d'années. Donc il y a plein de possibilités techniques, technologiques qui sont offertes. Donc après il faut quand même prendre en compte que la sobriété énergétique n'est pas automatiquement synonyme tout de suite immédiatement de bienfait pour la biodiversité. Il faut réfléchir par exemple que si on a, je sais pas, 10 000 points lumineux sur une commune, on pourrait dire je change, je mets que des LED et je garde mes 10 000 points lumineux. Il faudrait peut-être aussi avoir une réflexion sur la planification, disant est-ce que j'ai réellement besoin de mes 10 000 points lumineux? Est-ce que je peux diminuer cette densité? Est-ce que je peux les répartir autrement? Est-ce que je peux avoir différents types aussi de points lumineux suivant l'usage, si on est en bord de route, si on est à proximité d'un parc un peu poumon vert au cœur de la ville, si on est à côté d'une piste cyclable où c'est important là effectivement d'avoir un bon niveau d'éclairage quasi permanent, etc. On peut aussi faire de la sobriété énergétique, une diminution des coûts en procédant à des extinctions au corps de nuit. Donc c'est des actions qui sont parfois assez simples à mettre en œuvre techniquement, qui sont peu coûteuses, qui ont un bénéfice aussi pareil sur la facture et donc le poids pour les contribuables, on va dire, sur les politiques publiques. Mais pareil, ça c'est déjà un très très bon pas, c'est ce qu'on incite à faire, mais c'est juste ça, c'est pas encore complètement suffisant pour bien prendre en compte la trame noire et préserver la biodiversité. Parce que comme je disais, il y a la question d'aube, crépuscule, enfin voilà, il y a aussi une planification à faire derrière. Et puis surtout, avec l'être humain, comme toujours, il y a des enjeux sociaux, il y a des questions d'acceptation. L'être humain, on est des grands primates, on est des animaux typiquement diurnes. Donc le monde nocturne, c'est pas notre monde. On est un peu perdu, on est des animaux très visuels. On a une des meilleures capacités à distinguer les couleurs dans le monde animal, etc. On a un peu le toucher, mais aussi, mais voilà, on n'est pas basé du tout sur l'ouïe et l'odorat. Donc quand on ne voit plus, on est un peu perdu. Donc forcément, en plus, on est habitué désormais à avoir ce confort de bien voir. La lumière, c'est un aspect, un signe de progrès, de modernité, c'est confortable. Donc il y a aussi un certain nombre de freins à lever par rapport à ça, à discuter avec les personnes, à leur expliquer pourquoi c'est important de réfléchir sur l'utilisation de la lumière en extérieur, comment l'adapter. Et alors je vais peut-être un peu plus vite parce que je crois que ah oui voilà. Avant ça aussi oui donc et forcément il y a tout un aspect réglementaire régalien depuis plusieurs décennies donc il y a des grandes orientations qui sont prises pour protéger la biodiversité pour des décrets qui légifèrent sur justement sur ce type de lampadaire sur le type d'ampoule sur il y a un plan sobriété énergétique qui a été lancé fin d'année dernière etc. Donc notamment sur tout ce qui est pollution lumineuse c'est l'arrêté du 27 décembre 2018 qui est vraiment prépondérant, qui est très important, notamment sur ce qui est illustré ici, sur vous voyez, les types de lampadaires avec les flux correctement orientés ou pas. On a des préconisations aussi sur l'extinction, donc suivant les types d'activités, les commerces, l'intérieur, l'éclairage aussi des monuments historiques, parce que bien évidemment, mettre en valeur le patrimoine culturel et autres, c'est extrêmement important pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour l'histoire. Et après, disons il y a des modalités de mise en œuvre pour concilier les différents enjeux. Donc là, c'est tout ce que ces décrets légifèrent, là, avec des horaires à respecter, qui sont pas toujours respectés. C'est ce qu'on voit, par exemple, là, sur cette photo d'une vitrine. On a à la fois l'intérieur de la boutique et l'ancienne qui sont encore éclairés en dehors des heures autorisées. Et donc là, c'était un diagnostic de la direction interministérielle de la transformation publique sur voir comment encourager notamment les commerces à éteindre. Parce qu'effectivement, on va dire une part prépondérante de l'éclairage artificiel, c'est l'éclairage public. Donc là, c'est avec une gestion publique, par le maire ou par une intercommunalité. Donc on peut agir relativement facilement.
Après, sur la mise en œuvre chez les privés, c'est plus compliqué. Même s'il y a une législation qui existe, il faut aussi avoir une phase de concertation, de sensibilisation, d'explication. C'est vrai que pour les commerçants, ça peut être important d'avoir cette visibilité permanente, de se faire connaître et reconnaître de cette manière-là, parce qu'ils ont aussi sur l'aménagement de la vitrine, c'est quelque chose d'esthétique qu'ils veulent mettre en valeur. Enfin voilà. Mais du coup, il faut aller ensuite après leur expliquer que c'est pas forcément peut-être nécessaire de le laisser entre minuit et 7 heures du matin quand il y a très peu de monde dans la rue qui pourra être sensible, on va dire, à cette communication qu'ils essayent de mettre en place de cette manière-là. Donc voilà, il y a toute cette phase après de concertation. Il vous reste combien de temps? 5 minutes, oui. Et donc après, le gros axe, c'est la gestion de l'éclairage nocturne. Donc comme j'ai déjà un peu dit, il y a sur l'organisation spatiale, de où on positionne, comment les points lumineux, la durée dans le temps, extinction cœur de nuit. On peut aussi doser l'intensité de l'éclairage. On peut faire une diminution sans avoir complètement une extinction, mais suivant les horaires dans la nuit, on peut diminuer l'intensité quand il y a moins de passages, moins de flux. Et après, il y a toutes les possibilités techniques sur les types d'ampoules et de mobilier qui sont offerts. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Évidemment, ça a un certain coût, mais il y a des aides qui peuvent exister par rapport à ça pour appuyer les communes à évoluer dans le bon sens, enfin les gestionnaires d'espace public. Donc là, c'était pour bien illustrer. Là, vous voyez qu'on voit énormément les lampadaires. Et après, une fois qu'il y a une rénovation avec un changement du mobilier urbain, là, c'est quand même flagrant. Voilà, on n'a plus tout ce flux qui part vers le haut, vers le ciel, et qui est inutile et néfaste. Donc voilà. Donc sur l'acceptabilité sociétale, en fait, il y a souvent un sentiment d'insécurité quand on n'est pas dans une zone éclairée. Alors pour plusieurs raisons. Il y a la peur des accidents de la route. Alors ça n'a pas été prouvé, et que justement au contraire, quand il n'y a plus d'éclairage, les conducteurs s'avèrent être plus prudents. Et d'autre part, il y a aussi parfois une crainte des élus, des maires, d'être mis en cause pénalement si jamais il y avait un accident et qu'ils avaient décidé d'éteindre les lampadaires. Alors après, il y a des possibilités, du moment que c'est bien informé aux entrées de ville où il y a des panneaux qui donnent les horaires d'extinction. Voilà, le maire ne peut pas être tenu responsable. Il n'a pas d'obligation à éclairer en fait sur sa commune. Ensuite, on a la peur des cambriolages. Disons que s'il fait noir, ça va être plus facile pour quelqu'un de pénétrer dans les habitations et de venir. Il faut savoir que ça aussi, c'est une idée reçue. La majorité des cambriolages se font de jour, parce qu'en fait, ils se font quand les personnes sont en dehors de leur habitation, quand elles sont parties au travail ou faire différentes activités, parce que comme je le disais, on est bien une activité dure, on est plutôt à l'extérieur, en activité au courant de la journée. Alors ça, c'est vraiment pour les particuliers. Il y a juste des petites adaptations à prendre en compte, plutôt pour là tout ce qui est entreprise, entrepôt, zone d'activité industrielle, parce que, sauf quand ils fonctionnent de nuit, c'est vrai qu'eux, c'est plutôt l'inverse, ils sont fermés la nuit, mais après, il y a d'autres possibilités, des possibilités de gardiennage, etc. Il n'y a pas forcément nécessité à avoir énormément de lumière. Et enfin, il y a le sentiment d'insécurité, la peur des agressions. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste assez marqué, que donc, si on ne voit pas, si on est dans l'obscurité, il peut avoir des personnes malveillantes qui peuvent venir. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort assez souvent quand on discute avec les gens, quand il y a des entretiens à Paris, à Lille ou autres, au préalable de ces modifications de l'éclairage public. Et en fait, il n'y a aucune corrélation qui n'a été trouvée. Il n'y a pas d'études qui disent qu'il y a plus d'agressions quand on procède à de l'éclairage, à l'extinction de l'éclairage. Par contre, effectivement, le sentiment d'insécurité augmente. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Notamment qu'il est quand même beaucoup plus marqué pour les femmes, sur la peur d'agression physique et d'agression sexuelle, alors que pour les hommes, c'est plutôt des peurs de vol avec violence. Donc déjà, on n'est pas en plus sur les mêmes types d'interactions négatives. Donc aussi quelque chose à prendre en compte. Et aussi bien pour donc la qualité de vie, le bien-être, limiter le stress, on va dire, des usagers, et aussi pour éviter une ségrégation de genre aussi qui peut être importante. Et voilà, sur cela. Et donc sur cette mise en œuvre, donc là ça a été un peu une synthèse de tout ce que j'ai pu dire pour faciliter le travail des élus, pour faire évoluer les mentalités et les actions.
Donc il y a des choses qui arrivent petit à petit. Il y a quand même une évolution depuis une dizaine d'années sur ces notions-là. Il y avait des sites précurseurs. Par exemple, il y a le parc naturel régional de la montagne de Reims qui, dès 2018, a fait une analyse avec des données satellites très poussées, une analyse quasiment complète de tout le parc de l'éclairage de toutes les communes. Et ils ont mis en place des mesures adaptées. Il y a aussi le fait de faciliter le travail par des labellisations, notamment, donc là, c'est les réserves internationales de ciel étoilé, les RIS. Donc, il y a celle du Pic du Midi, qui a été la première en France, et même en Europe continentale, et qui est d'une taille conséquente. Donc, il y a le cœur de parc, qui est du parc national des Pyrénées, qui est en lien avec le cœur de la réserve étoilée. Et après, il y a des zones tampons et après des zones d'adhésion. Donc ça permet d'avoir des actions, des possibilités, des financements, d'influer sur cela. On a aussi donc le parc national des Cévennes qui a été classé là en 2018, RIS, et on a aussi d'autres types de labellisation mis en place par la NPCEN pour toute commune, ville et village, peu importe la taille, avec un gradient donc de 1 à 5 étoiles en fonction de la démarche engagée. Voilà, donc ça aussi c'est pour valoriser le travail qui peut être fait sur une commune pour les élus. C'est important que soient identifiés par leurs concitoyens les politiques qui sont menées. Et après, pour que l'être humain en général ça réapproprie et connaisse mieux et évite les préjugés par rapport à la nuit, parce que même jusque dans les années 70, on avait encore des chouettes et des chauves-souris qui étaient crucifiés sur les portes des granges ou autres, parce qu'il y a une méconnaissance de cette faune nocturne. Il y a des superstitions qui persistent, des histoires culturelles, sociétales. Donc il y a des grands événements populaires, grand public, organisés par différentes structures. Donc on a le jour de la nuit, qui est chaque année le 15 octobre, fait par une association qui s'appelle Agir pour l'environnement. On a la nuit européenne de la chauve-souris, qui est toujours le dernier week-end d'août. Et on a la nuit de la chouette qui est organisée tous les 2 ans par la LPO aussi. Donc à chaque fois, c'est des occasions de mieux connaître la biodiversité, les modes de vie, de faire des balades en extérieur de nuit pour aussi, Marie-Laure parlait d'émerveillement, de se reconnecter avec la nature, même la nature au coin de la rue, la nature ordinaire, c'est important. Voilà. Après, il y a, une fois qu'on peut être sensibilisé, on peut agir. On peut avoir chez soi un refuge pour les chauves-souris, si on a la chance d'avoir des chauves-souris qui ont leur gîte. On peut aussi participer à la collecte de données. Donc, il y a tout le domaine des sciences participatives et citoyennes qui a vraiment explosé depuis ces dernières années. Donc on a les sites du MNHN, Viginature, enfin il y a plein de programmes qui existent au niveau national et local pour que vous participiez, même si vous voyez quelque chose que vous pensez d'ordinaire, comme les moineaux, et bien là vous pouvez marquer tous les jours où vous voyez des moineaux dans la ville, parce que par exemple sur les passereaux communs, depuis 10 ans, il y a une perte de 40% de cette biodiversité un peu ordinaire, donc c'est important d'avoir des connaissances répétées, et puis on protège mieux que ce qu'on connaît bien. Donc voilà, et aussi il y a des actions par exemple de maraude avec des associations de protection de la nature pour justement faire des tours en ville la nuit après les heures d'extinction obligatoire, et il y a comme ça de mettre des petits mots pour sensibiliser les commerçants ou les entreprises qui n'auraient pas éteint, de créer du dialogue à ce niveau-là, donc de s'investir sur ce domaine-là. Voilà, et j'ai fini, je crois que j'ai à peu près respecté le timing.